Je vous souhaite la bienvenue dans En cas de tracas. Ici, on parle d'alimentation émotionnelle, sans détour, sans tabou et toujours avec nuance. Je suis Julie Rojon, votre hôte, formatrice, autrice et spécialiste de cette thématique complexe. Ce podcast, je l'ai créé pour toutes celles et ceux qui veulent comprendre ce qui se joue dans leur rapport à la nourriture et aussi pour les pros qui les accompagnent. Parce que derrière ce que l'on mange, il y a ce qu'on ressent, il y a ce qu'on vit. Manger est un langage, apprenons à le décoder ensemble. Quand on évoque notre relation à l'alimentation, on parle assez vite de nos émotions, d'attachement, de notre histoire personnelle. On peut évoquer le contrôle, la honte parfois qu'on peut ressentir. On parle de notre enfance, du regard des autres, des injonctions qui émanent souvent de l'extérieur. On évoque notre corps, la place qu'il occupe dans l'espace social, dans l'espace public. Mais on omet parfois quelque chose qui me semble essentiel et que j'ai déjà évoqué dans ce podcast, l'aspect biologique. On oublie que derrière certaines de nos pulsions alimentaires, derrière la fatigue diffuse qu'on peut ressentir, qui peut coller à notre peau, derrière cette impression de ne jamais vraiment se sentir rassasié, eh bien parfois il y a simplement un organisme qui n'est pas suffisamment nourri, même si on mange en conséquence. Et dans cet épisode, eh bien, j'ai envie de remettre cette dimension du corps, de la biologie au centre. Pas pour rigidifier, pas pour ajouter une nouvelle couche de il faudrait, hein, vous savez que c'est pas mon fer de lance, mais pour informer, pour éclairer, parce que je crois profondément que le savoir est une clé. Comprendre ce qui se passe dans son corps, c'est déjà reprendre un petit peu de pouvoir. Et j'insiste, il ne s'agit pas ici de l'obsession du sain, ni de créer une nouvelle norme alimentaire. La vie, je répéterai toujours, est une question d'équilibre. L'idée, c'est d'installer un climat de compréhension, de réflexion, qui vous permette ensuite de choisir. Choisir que le corps retrouve de l'énergie et choisir en conscience et non pas sous la contrainte. Le premier élément que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est le fait que bien souvent on mange, mais on ne se nourrit pas suffisamment. Je l'évoque très souvent, cette question, dans ma formation et aussi dans les accompagnements avec les personnes que je reçois. Et c'est une phrase vraiment que je répète sans cesse. On peut manger toute la journée et pourtant ne pas se nourrir suffisamment. Alors, intellectuellement, ça peut paraître saugrenu, mais en Occident, dans nos pays, dans notre culture, on observe rarement des carences sévères. Alors, bien évidemment, ça peut arriver. Je mets de côté toutes les pathologies qui peuvent induire des carences sévères, mais on va dire que dans la majorité des cas et de la population sans pathologie particulière, on observe plutôt des déficits qui sont fonctionnels et c'est assez fréquent, notamment quand on souffre de sa relation à l'alimentation. Parce que les apports vont être insuffisants dans certaines catégories d'aliments. On peut évoquer les protéines, on peut évoquer les bons gras, parfois même des féculents. On va vraiment évincer certaines catégories d'aliments de notre alimentation parce que ces aliments sont mal catégorisés et ils sont le reste de régimes, de dogmes nutritionnels et ont laissé des traces profondes dans notre façon de nous alimenter. Et je vois beaucoup d'assiettes qui sont très propres, très végétales, très contrôlées, mais assez pauvres en réalité en densité énergétique réelle. Donc vous pouvez imaginer que les assiettes sont peut-être bien remplies, mais il n'y a pas assez de carburant pour que le corps puisse bien fonctionner où il manque certaines catégories d'aliments. Si par exemple, je pense à des assiettes qui sont très végétariennes, eh bien il peut manquer des apports de gras, il peut manquer de l'oméga 3, il peut manquer des apports de zinc, d'iode, voilà, il y a vraiment des éléments qui peuvent ensuite venir gêner le bon fonctionnement de notre corps après quelques mois, quelques années. Et on est encore une fois sur des déficits, pas très très souvent sur des carences. On voit qu'il y a dans ces assiettes des légumes qui sont en grande quantité, mais il y a peu de lipides. Les lipides, c'est le gras, hein. Si vraiment je fais un énorme raccourci, il peut y avoir peu de protéines et les protéines ne se trouvent pas uniquement que dans la chair animale. Et puis peut-être que vous en avez déjà entendu parler, parce que là, depuis 1 ou 2 ans, c'est la grande mode. Et puis parfois, il y a des portions qui sont réduites en glucides par peur qu'ils fassent grossir. Encore une fois, je fais une réduction énorme sur les glucides, mais bien souvent, ce qu'on enlève de notre assiette quand on souffre de sa relation à l'alimentation et quand on a envie de la contrôler,
Eh bien, c'est, le riz, les pâtes, les céréales, ça peut être les légumineuses parce que, c'est, considéré comme étant, un aliment qui, fait grossir. Et dans ces cas-là, inévitablement, au bout d'un moment, le corps réclame. Il peut réclamer avec insistance, parfois avec, brutalité, on peut être surpris et ce qui est interprété comme un manque de volonté, voilà, j'arrive pas à me retenir, je manque de volonté, je suis pas assez, je sais plus ce que c'est le mot, à la mode, je suis pas assez disciplinée. Alors qu'en réalité, bah, c'est un mécanisme de notre survie. En fait, l'organisme à ce moment-là, il perçoit une restriction qui est répétée, qui est là depuis longtemps. Il n'a pas ce dont il a besoin pour fonctionner et bah, automatiquement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ralentir le métabolisme et là, si vous voulez davantage d'informations sur le métabolisme ralenti, avec Mathieu Denay qui est diététicien, on a enregistré un excellent, épisode sur le sujet. Vous pouvez aller farfouiller, et aller l'écouter après celui-ci et donc le corps, bah, en fait, il se met en mode, ralenti puisque, il a plus beaucoup d'énergie, il a plus beaucoup, de bois, pour, entretenir la chaudière. Il économise et il anticipe ce qu'il pourrait, arriver et dans ce contexte-là, eh bien, les pulsions alimentaires, clairement, c'est pas un échec. C'est pas un échec moral, c'est une réponse qui est logique, qui est biologique. Notre corps, à ce moment-là, eh bien, il est assez intelligent, il cherche à combler ce qui lui a manqué. Et souvent, bah, ce qu'il va trouver, de plus accessible, eh bien, ce sont les aliments transformés, ultra transformés, qui sont hyper énergétiques, qui sont conçus pour, stimuler notre appétit et stimuler le circuit de la récompense. Donc bien évidemment, on va pas forcément se diriger, vers des pommes, vers des fruits, on va vraiment se diriger vers des aliments à densité calorique qui sont importantes. Moi, ce que je perçois aussi dans ma pratique, alors bon, c'est une constatation, qui est vraiment, très personnelle, mais c'est qu'il y a pas mal de personnes qui aussi, aujourd'hui se dirigent vers des aliments comme les oléagineux. Ce sont, les amandes, les noix de cajou, les noix du Brésil, les noix de Grenoble qui sont des aliments qui sont étiquetés comme, bons pour la santé, qui sont, très, denses en termes énergétiques. Donc on va vraiment se diriger vers des aliments qui vont pouvoir, nous donner, de l'énergie, même si on n'est pas nécessairement sur des aliments qui vont, nous redonner une énergie pérenne puisque on n'est pas forcément, si on se dirige, vers des aliments ultra transformés, eh bien ce ne sont pas ces aliments qui vont nécessairement, nous donner un apport, nécessaire en zinc, en fer, que sais-je. Mais à l'instant T, eh bien ça nous fait du bien parce qu'on manque d'énergie, on manque de densité calorique et c'est bien normal que le corps nous dirige vers ces aliments-là. Si on mange, on se, nourrit, mais pas assez. Je vais vous livrer ici une anecdote, personnelle. Alors je parle pas bien souvent de moi dans ce podcast et de mon expérience. Vous l'avez peut-être, déjà, entendu, je sais plus si je l'ai présenté, je crois. J'ai souffert pendant longtemps de ma relation à l'alimentation. Probablement que, j'aurais pu être diagnostiquée avec, de la boulimie, nerveuse. En tout cas, aujourd'hui, quand je regarde les critères de diagnostic, je cochais absolument toutes les cases. Donc, même si j'ai, voilà, rencontré divers, psychiatres, j'ai jamais été diagnostiquée. Donc attention, c'est de diagnostication, je sais pas si ça se dit. Mais, voilà, en tout cas, j'ai souffert de ma relation à l'alimentation pendant très longtemps et je me souviens très bien de ce moment où, eh bien, j'ai décidé d'augmenter significativement, la portion de ce que je mangeais et d'arrêter d'avoir, des assiettes, hyper végétales où, le légume était mis, vraiment sur un piédestal. On va dire qu'aujourd'hui, le légume, les fruits, les végétaux ont repris leur juste place et que j'ai augmenté significativement, la part de protéines végétales, la part de féculents. Alors je parle de féculents, c'est bien sûr imprécis, hein, pour les personnes qui, sont dans le milieu de la diététique, la nutrition, mais c'est pour que vraiment tout le monde comprenne de quoi je parle et cet ajustement, il a pas été timide, hein. J'ai vraiment fait une vraie augmentation. Quand je comparais mon assiette à celle de mes amis qui avaient à peu près la même, stature que moi, clairement je mangeais plus et ça m'a fait énormément de bien. Mon corps, s'est apaisé, c'était une sensation, assez nouvelle. C'est assez nouveau aussi de pas avoir faim en permanence, de se sentir, rassasié, de se sentir calé, de rester longtemps à satiété, de ne plus arriver en fin de journée avec cette urgence intérieure, qui conduit bien souvent à une pulsion alimentaire. Donc moi vraiment le virage que j'avais pris à l'époque, c'était, de me nourrir, davantage. Là, je parle pas nécessairement, de carence micronutritionnelle, mais plus de quantité dans l'assiette et d'aller, nourrir mon corps avec ce dont,
il avait besoin. Et quelque chose que j'ai pas noté également, que j'ai pas verbalisé, c'est que j'ai remis beaucoup, de gras dans mon alimentation. C'est toujours le cas aujourd'hui, dans ma famille, on passe, je dirais une bouteille, d'huile d'olive, d'1 litre, tous les 10 jours et on a aussi beaucoup, d'huile végétale qu'on ajoute sur notre, alimentation et c'est vrai que c'est, un aspect qui est également, très important en termes d'apport. Tout ça pour vous dire que, c'est, une constatation donc j'ai bien sûr que j'ai fait, sur moi-même, mais qui est aussi, préconisée, par, des professionnels de santé lorsqu'il y a des troubles alimentaires qui sont diagnostiqués lorsqu'on souffre de sa relation à l'alimentation, c'est d'essayer de manger davantage à son rythme avec ce qu'il est possible de faire. Et pour cela, eh bien moi je propose toujours d'ajouter et donc de ne pas retirer. Si on a une consommation qui peut nous paraître excessive, par exemple d'aliments ultra transformés, eh bien on ne les retire pas. On ajoute par exemple du gras de qualité, on ajoute des protéines, on ajoute des glucides si nécessaire. On se fait accompagner par, un praticien de santé qui sait de quoi il parle et on ne, commence jamais, jamais, jamais par interdire. D'ailleurs, on commence et on ne finit jamais par interdire. L'interdit, je le dis souvent ici, nourrit la frustration et la frustration nourrit la compulsion. Et quand on a peur, d'ajouter, parce que c'est bien normal, ça m'arrive tout le temps de recevoir des personnes qui ont peur même d'ajouter, une cuillère de céréales dans leur assiette parce que c'est trop, parce qu'on a peur de grossir, hein. C'est bien souvent la peur de prendre du poids, qui verrouille le fait d'augmenter ses portions, alimentaires. Eh bien, on travaille ça en thérapie, on y va doucement, on y va par étapes, avec écoute, avec empathie, parce que ajouter, eh bien oui, encore une fois, ça peut être angoissant, parce qu'on a souvent associé la quantité et le danger. Mais on y va. On y va encore une fois petit à petit. On mange en se nourrissant de plus en plus et en se nourrissant suffisamment, en nourrissant suffisamment son corps. Alors, je vais pas le détailler ici, mais bien évidemment, je pourrais continuer, cette partie en vous parlant, micronutrition. Je le ferai peut-être, un jour, hein, pour voir, tous les éléments en termes de micronutrition qui peuvent jouer sur, les comportements alimentaires. Bien évidemment, tout ça se fait avec, des prises de sang, des pros de santé qui sont qualifiés, qui sont, à même, de vous, accompagner. Et si vous avez un doute sur le sujet, eh bien écoutez, n'hésitez pas à vous référer, à votre, médecin traitant. Il saura, vous réorienter. Deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est le microbiote. Alors le microbiote, bon, c'est vraiment un mot, très à la mode et tant mieux, qu'on en parle de plus en plus. J'en ai parlé aussi ici dans un épisode avec Cécile Caron. Eh bien, le microbiote, c'est un acteur central qui est trop souvent oublié dans notre rapport à l'alimentation. Selon moi, il est vraiment impossible aujourd'hui, de faire l'impasse de, notre microbiote quand on évoque notre relation à l'alimentation. Alors, pas comme un mot à la mode comme je le disais, mais vraiment comme un véritable, organe fonctionnel. Une alimentation qui est déséquilibrée, qui peut être trop riche en produits transformés, ultra transformés, qui est, trop pauvre en fibres qui sont assez variées, qui est associée à une mastication qui est insuffisante. Donc je crois que j'en ai déjà parlé dans le podcast, une mastication qui serait suffisante, c'est une mastication où on avale le contenu, qu'on a dans notre bouche, qui est finalement en texture, de purée. Si on ajoute à ça un stress, chronique, je crois qu'on est tous logés à la même, enseigne, en Occident, eh bien tout ça, tous ces éléments-là vont progressivement altérer notre écosystème intestinal. Alors attention, bien évidemment, en parlant de ces sujets, je le redis, je ne tiens pas à, appuyer sur la pédale, d'anxiété, bien au contraire. Prenez ces informations, faites un pas de recul, encore une fois, s'informer, c'est ensuite choisir. Il ne s'agit pas ici de vous alarmer sur, votre, état de santé, et de faire, des plans sur la comète. Quand on a tous ces éléments, ou pas d'ailleurs, hein, qui peuvent, s'accumuler, eh bien, ce qui peut se passer à l'intérieur de notre corps, c'est qu'au niveau de l'intestin, le mucus qui est protecteur peut s'amincir, la paroi intestinale qui est, par essence, perméable peut devenir encore plus perméable et l'équilibre de notre microbiote qui est composé de bactéries, de virus, de champignons peut se modifier. C'est ce qu'on peut appeler une dysbiose. Si vous avez des doutes, vous pouvez consulter des personnes qui sont, formées sur le sujet. Ça peut être des naturopathes qui sont, bien formés, ça peut être bien évidemment votre médecin, des gastro-entérologues
sérologue, voilà, pour éventuellement aller chercher cette question-là si vous vous reconnaissez dans ce que je décris. Et cette dysbiose, donc ce déséquilibre intestinal, eh bien, il n'est pas neutre. Il peut influencer directement notre énergie, nos envies alimentaires et même notre humeur. Donc tout ça, bien évidemment, je ne le sors pas du chapeau, ce sont des éléments qui sont documentés. Ce serait environ 70% de la sérotonine qui est un messager chimique, une neurohormone qui serait produite dans nos intestins. Hein, la sérotonine, c'est l'hormone du bonheur, du lâcher-prise. C'est d'ailleurs cette même sérotonine qu'on va chercher alors pas à augmenter, mais en tout cas à capturer avec les antidépresseurs. Et une part importante de cette sérotonine est donc produite dans les intestins. Si notre microbiote est appauvri et déséquilibré, eh bien, la production de ce neurotransmetteur et d'autres neurotransmetteurs, d'autres neurohormones peuvent être perturbées. Le résultat, eh bien, c'est qu'on a moins d'élan, on a moins de stabilité émotionnelle, on peut être plus vulnérable au stress. Encore une fois, ce sont des pistes, hein. L'idée, c'est pas de s'auto-diagnostiquer, mais d'aller consulter des professionnels de santé si vous sentez que, bah voilà, encore une fois, ces éléments peuvent vous parler. Il se peut aussi que notre humeur soit altérée parce que le nerf vague, qui est le plus grand hein, nerf du corps, qui va innerver énormément d'organes, eh bien, puisse être comme déséquilibré. Hein. On peut imaginer que le nerf vague, c'est une grande autoroute, un ascenseur de communication entre l'intestin et le cerveau qui va transporter majoritairement des informations de l'intestin vers le cerveau. Si cet axe déséquilibré, allez, je vais utiliser une métaphore, si voilà, il y a des bouchons, la communication ne se fait pas, eh bien, tout ça va influencer directement notre état psychique. C'est notamment, le professeur, Guillaume Font, qui est un des pionniers en psychonutrition, qui parle énormément de cette, relation entre l'intestin et le cerveau et de l'impact qu'un déséquilibre intestinal peut avoir bien évidemment sur notre état psychique et sur nos émotions. Donc dans ce contexte, eh bien, les pulsions sucrées, l'irritabilité, la fatigue chronique, clairement, elles sont pas uniquement psychologiques. Bien évidemment, il y a un facteur psychologique qui est très important. Néanmoins, c'est pas nécessairement le seul maillon de la chaîne. Et parfois, eh bien, tout ce que je viens de citer, hein, les pulsions sucrées, l'irritabilité, la fatigue, sont le reflet d'un terrain qui est inflammatoire sans être pathologique et d'un microbiote qui peut être déséquilibré et qui peut être mal nourri. Donc ce que je trouve important, ce que j'ai envie de vous transmettre, eh bien, c'est toutes ces informations sans dramatiser. Pas pour vous dire, il faut absolument réparer son intestin, votre état de santé est altéré, mais plutôt vous rappeler que prendre soin de notre microbiote, de nos hôtes, eh bien, c'est soutenir sa santé, c'est soutenir sa santé physique, c'est soutenir sa santé morale. Et vous pouvez vous représenter aussi qu'à l'intérieur de votre microbiote, eh bien, vous avez davantage d'hôtes, finalement, de substances externes à votre organisme que de cellules humaines. Donc, on est un peu des êtres hybrides. Pour avoir des pistes de réflexion, moi ce que je peux proposer parfois, aussi bien dans ma formation que dans les accompagnements que je propose, eh bien c'est, des questionnaires sur les axes, dopamine, sérotonine, sur l'anxiété, la dépression, alors aussi des questionnaires en micronutrition qui sont pas là pour poser des étiquettes, qui ne sont pas là pour diagnostiquer puisque, eh bien seulement le corps médical est à même de diagnostiquer, mais ça peut ouvrir des pistes et ça peut donner du sens et ça peut nous permettre de nous orienter vers le bon praticien qui va être qualifié, qui va être à même de nous aider. Parce qu'un changement, eh bien, il tient dans la durée s'il est compris et s'il est intégré. J'interromps très rapidement votre écoute pour vous dire que j'ai le plaisir de partager avec vous 3 questionnaires que je viens d'évoquer. Alors des questionnaires bien évidemment que je n'ai pas conçus moi-même. Un questionnaire qui s'appelle le questionnaire HAD que je viens d'évoquer sur l'anxiété et la dépression. Un autre questionnaire qui permet d'évaluer ses ressources en sérotonine et dopamine. Et puis un troisième questionnaire qui permet de faire le point sur ses apports en micronutriments. Donc c'est un questionnaire de micronutrition. Pour les télécharger, rien de plus simple, vous avez un lien dans le descriptif de cet épisode. Je vous souhaite en tout cas une très belle écoute. Troisième élément que je souhaite aborder avec vous aujourd'hui, eh bien, ce sont les aliments ultra transformés et leurs pouvoirs qui sont additifs.
Alors, c'est pas un scoop, on vit, dans un environnement alimentaire qui n'a plus rien à voir avec, celui de nos grands-parents quand ils étaient enfants, celui de nos arrière-grands-parents et les aliments ultra transformés, aujourd'hui, occupent une place centrale dans nos supermarchés, dans notre quotidien et c'est normal. Ils sont conçus pour être, hyper, appétissants. Hyper, palatable. Il y a, une combinaison de sucre, de gras, de sel, de textures hyper spécifiques, d'arômes, d'exhausteurs de goût qui les rend absolument, irrésistibles. Ils sont conçus pour activer très intensément le système dopaminergique, qui est le circuit de récompense impliqué dans les addictions, même si, je le dis ici, 2 poids 2 mesures entre la nourriture et des drogues dures. Une fois qu'on commence, eh bien, il peut être compliqué, difficile de s'arrêter. Alors, c'est pas une question de volonté, c'est pas une question de faiblesse. C'est simplement que ces produits ont été pensés pour contourner tous nos mécanismes naturels de rassasiement, de contentement. C'est des produits qu'on va consommer très rapidement qui nécessitent peu de mastication. Je sais pas, on peut imaginer les chips, des gâteaux hyper mous qui rassasient très peu et qui entraînent ensuite des pics de glycémie importants. Donc c'est vraiment des pics, de sucre, présents dans notre sang et à long terme, eh bien, ils vont favoriser, plein de choses qui sont délétères dans notre organisme. Ça peut être de l'inflammation, ça peut être une perturbation du microbiote avec, tous les additifs, vous savez, c'est tous les quelque chose, les exhausteurs de goût et cetera et ils peuvent avoir clairement, leur rôle dans un cercle de pulsions alimentaires. Alors, bien évidemment, si on en mange de temps en temps, dans une alimentation qui est équilibrée, qui est plaisante, il y a aucun problème. Ce qui peut devenir compliqué, c'est quand ces aliments sont très fréquents et encore une fois, parfois on en mange très fréquemment sans pouvoir faire autrement, donc pas de culpabilité à avoir. Néanmoins, c'est important de comprendre que, potentiellement, oui, ça peut avoir un impact aussi, sur mon comportement alimentaire. Alors, l'addiction alimentaire, d'ailleurs, elle n'est pas encore reconnue. Alors, est-ce qu'elle sera reconnue ou pas un jour, je ne sais pas. Officiellement, dans les référentiels psychiatriques, donc c'est le DSM-5, hein, le dernier, mais elle est étudiée. On peut peut-être parler en tout cas d'addiction, comportementale. En disant ça, normalement, je ne me brûle pas, les ailes et cette addiction comportementale avec la nourriture, eh bien, elle est favorisée par, des facteurs qui sont bien identifiés. Des régimes qui sont restrictifs, un stress qui est chronique, qui est latent, certains vécus traumatiques, ça peut être aussi une sensibilité biologique, hein. Il y a bien évidemment plein de facteurs qui peuvent influencer notre relation à l'alimentation. On n'est pas tous, égaux et on n'est pas tous égaux face à ces aliments hyper transformés. Encore une fois, ici, il ne s'agit pas de diaboliser, mais de contextualiser. Comprendre que notre environnement alimentaire est structuré, clairement, hein, pour stimuler la consommation, eh bien, ça peut changer profondément le regard qu'on porte sur soi. Parce que, oui, bien sûr, on a quand même des espaces de liberté, on a des espaces de choix, mais parfois, il y a des éléments qui sont plus grands que nous et qui peuvent avoir un impact sur notre relation à l'alimentation. Le dernier point, que j'ai envie d'évoquer, eh bien, c'est le fait de retrouver une alimentation qui est de bon sens. Alors l'objectif, vous me connaissez maintenant, si vous écoutez ce podcast, c'est absolument pas le contrôle absolu, c'est pas la pureté alimentaire, l'obsession du parfaitement sain, parce que ça peut être assez, rapide, hein, malgré nous, de basculer vers cette obsession du parfaitement sain, qui s'appelle l'orthorexie et créer une, rigidité qui va fragiliser encore plus notre, relation à l'alimentation. Il s'agit ici de revenir vers quelque chose qui est simple, qui est proche d'une alimentation, qui est documentée, qui est l'alimentation méditerranéenne, qui est variée, qui est riche en produits bruts, en fibres, en protéines de qualité. On n'a pas forcément, besoin d'être un super cuisinier, une super cuisinière pour manger de cette façon-là, qui est riche aussi en bons gras. C'est une alimentation qui est anti-inflammatoire, dans l'esprit, hein, mais qui est vivante, qui est surtout souple et adaptée à la réalité de chacun. On n'a pas tous la même disponibilité mentale, on n'a pas tous le même temps, on n'a pas tous aussi, les mêmes chances, on vient pas tous, du même milieu socio-culturel, on peut pas tous se poser les mêmes questions. L'idée, c'est de se dire: «À mon niveau,
Qu'est-ce que je peux faire pour changer pas à pas mon alimentation, me sentir mieux dans mon corps, retrouver de l'énergie et retrouver une alimentation qui est pas à pas un petit peu plus apaisée. Et les changements, lorsqu'ils sont proposés, à mon sens, se doivent d'être progressifs. Alors, je suis en train de donner une injonction, mais plus ils sont progressifs, plus ils sont consentis, mieux ils vont être intégrés. Et ça peut être des petites choses, ça peut être lire les étiquettes, arrêter tel ou remplacer tel ou tel produit par un produit qui vous paraît être plus adapté. Voilà, petit à petit, rajouter dans son alimentation, des aliments qui sont, plus bruts, qui sont, moins transformés, manger davantage et uniquement, encore une fois, si la personne est prête. On y va step by step à son rythme. D'ailleurs, on pourrait transposer un outil qui s'appelle, le tableau d'exposition qu'on utilise beaucoup en TCC pour, notamment traiter les phobies et voilà, s'exposer petit à petit, voir ce que l'on peut faire, voir comment est-ce qu'on peut remettre, du vivant, dans son alimentation, voir comment est-ce qu'on peut, davantage se nourrir, tout en gardant un cadre qui est flexible et qui est adapté à notre façon, de vivre aujourd'hui et qui génère pas de stress parce que le stress, en fait, il peut être tout aussi délétère que des aliments, transformés. Donc, on y va pas à pas, sinon on recrée une logique, de régime et un terrain qui va être favorable à la frustration et vous l'aurez compris, la frustration, c'est notre ennemi numéro un. Alors en conclusion, j'ai envie de vous dire que comprendre la nutrition lorsque l'on souffre de sa relation à l'alimentation, c'est pas ajouter une, couche de contrôle, c'est plutôt retirer une couche de culpabilité. Si vous vous rendez compte que, comprendre la nutrition, vous rajoute de la culpabilité, c'est peut-être pas la bonne optique ou c'est peut-être pas le bon discours que vous êtes en train d'écouter. Et l'idée, c'est de passer par «je suis incapable» à «je comprends ce qui se joue dans mon corps». C'est redonner du pouvoir de choix. Et c'est dans une certaine manière, profondément politique. Parce que notre rapport à l'alimentation s'inscrit dans un environnement qui est saturé d'injonctions. J'espère ne pas vous en avoir donné aujourd'hui, qui est saturé de normes corporelles, d'intérêts industriels. C'est vraiment la jungle. Ça, on y reviendra par ailleurs, hein, avec, mes prochains invités, Sarah Duchesne et Charles Brumeau, qui sont tous les 2 diététiciens avec qui on a abordé des sujets absolument passionnants. Mais pour aujourd'hui, je vous propose de retenir, simplement que s'informer, ce n'est pas se contraindre, c'est, se respecter, c'est choisir. Et parfois, c'est la première étape vers une relation plus apaisée à son corps et à son assiette. Je vous remercie pour votre écoute, prenez bien soin de vous et à très vite dans En cas de tracas. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode d'En cas de tracas. Si vous êtes professionnel ou que vous êtes en projet de reconversion et que vous souhaitez aller plus loin, ma formation Accompagner et créer sa propre méthode en alimentation émotionnelle est là pour ça. Vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode. Et si le contenu vous a parlé, pensez à le partager ou à laisser un avis. Je sais, ça peut être pompeux d'entendre ça à chaque fois, mais ça compte vraiment beaucoup pour faire passer le message et pour permettre à ce podcast d'acquérir de la visibilité. Alors je vous dis merci et à très vite dans un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous.